Mesdames et messieurs, encore une fois, merci d'avoir choisi Aminata.com. Nous sommes en direct de Washington DC où, sur l'initiative de la Ligue, entendez, Leadership Initiative Guinea, nous sommes aujourd'hui ici en tant que médias africains, médias guinéens, naturellement pour encore apprendre beaucoup de choses, les différentes méthodes de travail avec le journalisme. Aujourd'hui, vous avez comme titre les médias et la transition en Guinée. Donc c'est un sujet très important. Et je rappelle que la Ligue Leadership Initiative Guinea est une association de Guinéens vivant ici aux États-Unis, composée de Ibrahim Kaba, de Mamoudou Diané, de Mahmoud Ba, de Gabriel Curtis, de Aïssata Bervogui, de Kaba Bari, de Sekou Keita, de Fatou Bari et de Ibrahim Diané. Alors, ils organisent ici beaucoup de séminaires à l'intention des Guinéens. Aujourd'hui, c'est pour nous, les médias. Comme vous le suivez d'ailleurs avec les images, vous avez beaucoup de médias, beaucoup de Guinéens qui travaillent ici dans les différents médias. Guinée News, Aminata.com, Kibaro.com ou encore PGTV News Station, beaucoup ou alors La Voix de l'Amérique. Vous avez dans le programme aujourd'hui, pour animer cette émission, Dr Mohamed Salou Kamara. Il est professeur d'histoire et d'études internationales au département des sciences sociales et humaines dans une université ici aux États-Unis, donc c'est à Floride. Mohamed Salou Kamara est un journaliste qui a animé une émission en Guinée. Ensuite, la deuxième personnalité sonore qui va animer cette émission, ou alors, disons ce séminaire, vous avez le journaliste international Roger Guy Folly de la Voix de l'Amérique. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre site préféré, Aminata.com. C'est parti. J'ai assisté à l'émergence de la presse africaine partout en Afrique et en une dizaine d'années, il y a eu de progrès, beaucoup de progrès qui ont été faits. L'évolution est satisfaisante et il y a encore du chemin à faire. Mais je suis très satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à présent. J'encourage la jeune presse africaine, surtout la jeune presse guinéenne, à devenir de plus en plus responsable, à distinguer ce qui est bon pour leur pays et ce qui n'est pas bon pour leur pays, et de devenir vraiment une presse éducative et non une presse provocative. Merci doyen Roger Guy Folly, vous qui avez fait le tour du monde, dont le nom a fait le tour du monde depuis La Voix de l'Amérique. Merci à vous. Merci. J'ai assisté à l'émergence de la presse africaine partout en Afrique et en une dizaine d'années, il y a eu de progrès, beaucoup de progrès qui ont été faits. L'évolution est satisfaisante et il y a encore du chemin à faire. Mais je suis très satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à présent. J'encourage la jeune presse africaine, surtout la jeune presse guinéenne, à devenir de plus en plus responsable, à distinguer ce qui est bon pour leur pays et ce qui n'est pas bon pour leur pays, et de devenir vraiment une presse éducative et non une presse provocative. Merci doyen Roger Guy Folly, vous qui avez fait le tour du monde, dont le nom a fait le tour du monde depuis La Voix de l'Amérique. Merci à vous. J'ai en face M. Diané, c'est un Guinéen vivant ici aux États-Unis, notamment à Washington DC, qui est dans la communauté, qui est très actif dans la communauté, qui apporte son soutien le plus souvent moral à cette communauté. Aujourd'hui, il assiste à ce séminaire de journalistes. Monsieur Diané, quel est votre sentiment lorsque vous voyez des jeunes journalistes en face de doyens pour cette formation, pour ce séminaire? J'ai été très impressionné par d'abord le niveau intellectuel du débat, les questions, les sujets qui ont été abordés, et particulièrement par la présentation de M. Kamara lui-même. Et en tant que Guinéen, surtout en face des événements que nous avons connus plus récemment, j'ai été très encouragé de voir l'attitude que les journalistes des divers médias guinéens ont adopté aujourd'hui, les engagements qu'ils ont pris, les orientations qu'ils ont et ce qu'ils ont l'intention de faire dans le futur. Je crois que à la lueur de ce qui vient de se passer dans notre pays, c'est quelque chose de très positif. Merci M. Diané. C'est moi qui vous remercie. Sur certaines de ces activités, ici et là, c'est votre devoir, c'est votre
droits en tant que journaliste. Et qu'entre-temps, il vous invite à un petit dîner quelque part, et après, il vous soudoie avec quelques billets de banque et tout cela, et le dossier est mort là. Sachez une chose, sur le Bogo ne vous voit plus en une personne respectable. Et votre organe d'information, il ne considère plus cela comme un organe respectable. Il vous a touché. Et vous savez, le danger de l'esclavage, c'est que l'esclave est haché. C'est votre propre. Donc, quand ça devient votre propriété, ça n'a pas de droit. C'est quelque chose que nous devons éviter. L'objectivité journalistique, quant à elle, implique que le journaliste utilise de bonnes méthodes dans la collecte d'informations, vérification et équilibre. Vérifier les informations. Ce n'est pas parce que le ministre de l'économie et des finances a dit ceci que c'est parole de Bible. Le ministre de l'économie et des finances a tout un tas d'intérêts et de raisons de ne pas vous dire la vérité. Il faut toujours chercher à avoir autant de sources multiples et variées pour la même information sur le même sujet que possible, les vérifier, les confronter et tirer ce qui est plus équilibré. Ça peut toujours ne pas sortir toute la vérité, mais au moins ça pointe vers la vérité. La vérification des faits sur base de témoignages ou de déclarations, cela consiste à vérifier les informations de la première source à la seconde source. Bon, souvent, nous recevons des informations, c'est très... enfin, ce n'est pas rare, mais ce n'est pas toujours que nous recevons l'information de la source primaire elle-même. C'est transmis à une autre personne, à une autre personne, à une autre personne. Parfois, c'est comme, pour ceux qui sont musulmans, c'est comme pour vérifier les hadiths du prophète. Quelqu'un nous dit au XXIe siècle qu'au 7e siècle Jésus-Christ, le prophète Mohammed avait dit ceci. Comment est-ce qu'on vérifie cela? Il y a toute une systématique. Donc, le journaliste aussi a cette systématique de voir, monsieur A m'a informé, monsieur A, d'où est-ce que vous avez tiré cette information de fil à aiguille? Vous allez jusqu'à la source la plus proche de la réalité, mais ce filon n'est qu'un filon. Il faut diversifier les filons autant que possible, il faut confronter les récits et le bon sens professionnel va aider à tirer les choses au clair. Aussi, enquête journalistique, très important. Investigative journalism. Dans ce pays, comme vous le savez, ça a sérieusement changé le journalisme américain. Quand vous voyez, vous êtes un patron d'une entreprise, vous voyez un reporter, parfois vous avez beaucoup moins de force à recevoir le reporter qui n'est pas investigative journalist. Puisque souvent, l'investigative journalist, avant qu'il n'arrive à vous, le patron de l'organisation, il a déjà fouiné depuis le balayeur au rez-de-chaussée avant d'arriver à votre bureau. Donc, il a ce qu'il faut. Il vous rencontre pour confirmer ou pour infirmer. Et souvent, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il a déjà ce qu'il faut. Donc, ça, c'est une carrière très importante. C'est une chose technique, journalistique, très importante, qui ne va pas être très facile quand on a des jeunes correspondants qui ne sont pas tellement nantis sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan technique, mais c'est une aspiration qu'il faut avoir et qu'il faut développer. Information sur des faits tangibles, observation directe du journaliste. Le danger avec ça, ou en tout cas le risque, c'est que si le journaliste, ayant observé directement les faits, ne parvient pas à se poser lui-même les questions les plus pertinentes qui puissent faire parler les faits au-delà de ce que les autres font,
Parce que souvent les hommes ne font pas les choses, les personnes ne font pas les choses pour faire de l'histoire. Quand vous quittez votre maison pour aller à Walgreens pour acheter un stylo, vous n'avez pas, vous ne vous dites pas, bon, je vais faire de l'histoire, ce fait va entrer dans l'histoire. Mais si nous ne souhaitons pas sortir après avoir acheté votre stylo, il y a un voleur à main armée qui vient et qui prend les gens en otage et qui fait ça entre dans l'histoire. Vous devenez un témoin. Espérons, et je souhaite, vous ne serez pas la victime, mais vous devenez un témoin. Et à partir de là, vous entrez dans l'histoire. Et quand le journaliste est embarqué dans cette observation directe, il est en train d'observer des gens en train de faire ce que leurs instincts, leurs intérêts leur dictent de faire. Sans une idée préconçue, nous sommes là pour faire l'histoire pour demain. Généralement, ce n'est pas dans ce sens. Mais quitte aux journalistes observateurs de maîtriser cette situation, de la faire entrer dans l'histoire à travers le traitement de l'information, l'analyse de l'information et lui donner une place dans la connaissance que la masse que l'audience va acquérir. Observation participante, elle a aussi ses risques parce que il faut savoir se dédoubler en participant. Il faut être de l'action sans être l'action. Il faut refuser que vous, le journaliste, qui faites l'observation participante, il ne faut pas vous transformer en la nouvelle ou en l'épicentre de l'information, tout en participant, bien sûr. Dédoubler, nous devons nous dédoubler quand nous observons. Nous ne faisons pas partie de la nouvelle, nous participons à la formation de la nouvelle en tant que outsider, if you will. L'équilibre procède d'informations sur la base de points de vue, face à face ou vis-à-vis d'une interview, par exemple, un entretien avec un acteur dans un processus, information recueillie sur le vif. L'information recueillie sur le vif peut être à partir de l'observation participante, observation directe du journaliste, par exemple, l'interview contradictoire, le journaliste qui joue à l'avocat du diable. Souvent, en tant que journaliste, nous croyons que nous avons une totale maîtrise des techniques de l'interview. Ça peut nous tromper parfois. Évidemment, quand on est à la touche, on est le meilleur boxeur qui soit. Quand Mohamed Ali ratait un coup contre George Foreman à Kinshasa, quelqu'un qui est assis à Conakry à regarder la télé va dire « Oh non, mais quand il fallait le cogner là !» Il faut être là-bas pour le savoir. Bon. I confess, je ne dis pas le nom, mais il y a un célèbre journaliste sur une des très grandes chaînes américaines qui aime interviewer et que quand je le regarde, j'ai ma tension qui s'élève, my blood pressure, because he doesn't allow people to finish their ideas. Interrompre votre interview, il y a des points où vous pouvez faire ce qu'on appelle une virgule, juste pour rediriger, réorienter la discussion, mais vous posez une question, la personne est en train de répondre, parfois au moment même où elle élabore l'idée centrale de la réponse à votre question, de laquelle devrait surgir l'information ou l'élément fondamental de l'information que vous cherchez, vous l'interrompez. Et si vous l'interrompez là, il risque de perdre le son. L'explication que moi je me donne quand je les vois faire ça, ça c'est l'idée des journalistes de télévision américaine. Je crois qu'ils sont sur la restriction du temps. Oui. Du temps de leur recherche. Et ils veulent éviter toujours que l'interlocuteur en face, n'est-ce pas, donne des réponses trop grandes.
Quand ils viennent faire leurs interviews, ils ont une liste de sujets ou de questions qu'ils veulent aborder dans 5 minutes. 5 minutes de télévision, c'est très peu. Alors, leur tendance est venue qu'ils posent la question et en même temps, ils s'attendent à une réponse brève. La réponse brève ne vient pas, alors ils sautent tout de suite dans la réponse que le type est en train de donner pour eux gagner du temps. En fait, l'interlocuteur, souvent à la télévision américaine, n'est pas celui qui apporte l'information, mais on les utilise, à mon avis, pour faire du remplissage. C'est ça. Merci beaucoup, M. Poli. Je crois que c'est très pertinent, c'est très important, parce que là également c'est un problème, parce que vous avez toujours du temps limité. Quand vous avez un interlocuteur, vous posez une question très claire, ça commence à prendre du temps, et généralement quand vous demandez à quelqu'un de vous dire quelque chose qu'il connaît, il y a une tendance naturelle à aller de long en large. I am guilty of that sometimes. I don't know how much all the time. But oui, il y a ça. Bon, mais dans le cadre de choses, si vous utilisez justement votre interviewé pour remplir, pour donner une certaine originalité, si vous voulez, à une information que vous vouliez donner de toute façon, je crois que ça réduit un peu la valeur de l'information, comme M. Poli vient de l'indiquer. Donc, les techniques d'interview sont nombreuses, comme vous le savez, et il est très important à un journaliste ou à une journaliste de savoir se préparer avant l'interview. Bon, je ne parle pas des choses au vif qui peuvent venir. Des choses au vif qui peuvent venir. Là, on est obligé de bondir sur l'occasion, mais si c'est une interview que vous devez préparer, il est très bon de savoir se préparer très bien et de connaître son interviewé, de savoir comment l'approcher et comment le faire. Bien, je vais arrêter au flash suivant, s'il vous plaît. Imputabilité du journaliste, imputabilité restreinte, nous avons parlé des droits, il faut que l'on parle aussi des devoirs et des obligations. Lorsqu'il s'agit de fautes qui relèvent uniquement d'honneur professionnel, ça c'est l'imputabilité restreinte. Les sanctions vont, et là c'est toujours selon la charte de Munich de la Fédération internationale des journalistes. Sachons bien, rappelons-nous bien que cette charte est universelle à toutes les organisations de presse qui en sont membres, mais elle ne se substitue pas aux lois des pays ou des régions dans lesquelles nous travaillons. Les sanctions vont pour les journalistes d'un simple plan au retrait de la carte professionnelle. Et comme vous le savez, le retrait de la carte professionnelle, c'est l'une des sanctions les plus sévères en journalisme, parce que simplement, c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas exercer votre fonction tant que c'est comme si on suspend le permis de conduire de quelqu'un, évidemment dans un pays où on respecte les lois, sinon c'est là justement que les gens ont envie de conduire, parce qu'ils ne sont pas sous la loi. Pour l'organe, ça va d'un blâme ou avertissement à la suspension pour une période de temps du droit de diffuser. Et c'est l'un des problèmes que nous avons dans notre pays, en Guinée en particulier, parce que parfois, rien n'est établi. Et ce qui est dangereux, c'est que le CNC et le ministère de l'Information, à un certain moment, ont pris cette habitude d'arrêter les journalistes vendredi. Parce que, même si vous n'êtes coupable de rien qui puisse être justiciable, vendredi, c'est la fin de la semaine. Dieu sait qu'à partir de 12 h, personne n'est plus dans les bureaux. Si vous êtes arrêté vendredi, c'est dire que vous êtes là pour le reste de vendredi, vous êtes là samedi, vous êtes là dimanche, et le lundi, même si on vient vous dire que bon, monsieur, vous n'êtes coupable de rien. C'est ça. Donc, c'est des choses auxquelles il faut se préparer. Les juridictions compétentes pour ce cas d'imputabilité restreinte, conseil de presse, observatoire des médias, une haute autorité des médias telle que le CNC dans le cas de la Guinée, en principe,
Et l'imputabilité générale lorsque la faute viole la loi. Là, il s'agit d'un délit de presse. Les sanctions vont de la prison lorsque le délit de presse entre dans le registre du code pénal, forte amende lorsque le délit, pardonnez le typo de lorsque le délit de presse entre dans le registre du code civil. Et beaucoup d'organisations de médias ont des conseillers juridiques pour savoir quelle est la loi en vigueur et pour se prémunir. Et enfin, juridiction compétente, cours et tribunaux nationaux et aussi cours et tribunaux internationaux. Et ceci est très important pour les médias électroniques parce que, comme nous le savons, les médias électroniques, plus que beaucoup d'autres formes de médias, opèrent globalement. Donc, j'ai un cue de Dr Kaba. Ok. On va diminuer la longueur. We'll just shorten the launch a little bit. Ok, parce que je suis vers la fin. La mise en œuvre de la charte, les principes de cette charte, leur mise en œuvre dépend de son adoption au niveau des codes de déontologie par chaque région. Par région, ici, vous savez, internationalement, toute l'Afrique représente une région, toute l'Amérique, chose du Sud, représente une région, toute l'Amérique du Nord une région. Donc, c'est ce type de région. Dans certains cas, c'est des continents, dans d'autres cas, c'est des sous-continents. Donc, par exemple, vous savez que l'Union africaine, je crois, a adopté une certaine réglementation relative à l'information, et la CEDEAO a sa charte de l'information aussi. Donc, quand vous opérez en Afrique, et si votre organisation de médias est membre de la Fédération internationale des journalistes, cette charte s'applique à vous, mais elle doit être mise en œuvre, ces principes doivent être mis en œuvre à travers leur adoption et leur insertion dans une certaine souplesse, parce que l'Union africaine n'a pratiquement pas les moyens policiers et juridiques d'incarcérer ou d'exonérer un journaliste. Donc, et c'est surtout au niveau de la rédaction et au niveau du pays que la rigueur s'applique. Et plus la rédaction est rigoureuse dans l'application des principes, plus les journalistes et l'organe lui-même sont protégés éventuellement. L'adoption de ces principes dans les chartes professionnelles régionales et nationales permet de l'adapter aux réalités de chaque milieu tout en conservant ces principes fondamentaux. Parce que, comme je l'avais dit tantôt, il y a l'universalité du journalisme, mais aussi il y a la territorialité du journalisme. Et vous qui voyagez à travers le monde, qui faites des missions journalistiques ici et là, vous savez plus que n'importe qui que dans n'importe quel pays où vous vous trouvez, il y a certaines réglementations, il y a des lois à observer qui peuvent ne pas être également identiques à celles du pays où vous êtes basé. Cela n'est pas une excuse si la loi par exemple, la loi des enquêtes d'affaires en Guinée est différente de la loi d'enquête d'affaires au Mali. Si en tant que journaliste guinéen, vous vous rendez au Mali en mission pour faire des enquêtes, ce n'est pas la loi guinéenne qui marche là, c'est la loi malienne. Il faut l'observer parce que autrement, les autorités maliennes ont la libre autorité, le libre pouvoir de ne pas vous laisser opérer. Dans ce cas, votre mission est compromise. Donc, les lois locales, les lois nationales sont très importantes. Elles ne doivent pas violer les principes universels qui régissent la profession. Vous êtes couvert par cela, mais cette couverture n'est validée que par votre volonté de respecter les lois nationales. Au niveau de chaque individu, il est aussi important de disposer d'une éthique du travail pour appliquer dans l'exercice quotidien de son métier les principes de cette charte. Bottom line, c'est le journaliste. Parce qu'il y a tellement de lois dans les livres et autres, dans les codes,
mais si elles ne sont pas appliquées par les journalistes, par les agents des médias, elles restent lettres mortes. Or, dans les pays où la loi règne, la loi n'est jamais une lettre morte. Donc, je crois que c'est essentiellement ces choses. Et voilà un schéma, juste pour nous donner une visualisation de la chose. Charte de l'UNIC au niveau mondial, charte des droits et devoirs des journalistes dans chaque pays, charte des droits et devoirs des journalistes au niveau de chaque rédaction, éthique du travail au niveau de l'individu. Je vous remercie. Une seconde, Mahmoud va introduire quelque chose ici. On va devoir se représenter un peu, tout le monde, parce que nous avons eu beaucoup qui sont venus un peu plus tard. En fait, je crois que dans cette salle, aujourd'hui à Washington, nous avons des responsables des sites dont probablement 95 à 98% de tous les Guinéens obtiennent leurs sources d'information. Guinée News est là, Kibarou est là, Aminata est là, et Guinée Moderne est là, avec la Voix de l'Amérique. I'm not certain, but I'm sure it's probably in the high 90 percentile in terms of the sources of information for the whole country. You're all present here today. And again, hopefully the workshop was useful to all of you. Mahmoud Ami, okay, that's the wrong CD, Mahmoud. Mon avis de comment le journalisme est pratiqué par les Occidentaux et comment nous, Africains, nous avons essayé de le faire, de le pratiquer honnêtement, sans tomber... C'est le dernier moment de cette cérémonie. Le doyen donc, de la Voix de l'Amérique, qui a travaillé longtemps à la Voix de l'Amérique, Roger Guy Folly, avec les journalistes de la presse guinéenne aux États-Unis d'Amérique. Moment pathétique. Vous demandez des gens. Oui, Balde, effectivement, je suis très ravi de cette rencontre parce que je vois beaucoup de Guinéens ici qui sont soucieux de l'avenir de la Guinée, surtout une transition aussi apaisée, surtout le journaliste qui doit se prononcer sur le rôle exact du journaliste. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Aloussé Liba de infoguinée.net de Jacques Logier sur Liba du Radio International. Merci. En face de moi, Madame Aïssata Béavougui, elle est membre influente de cette organisation qu'on appelle ici Ligue. C'est pour la deuxième fois que nous assistons à des séminaires. Alors pour ce qui est des journalistes, c'est la première fois. Qu'est-ce qui vous a motivé à mobiliser aujourd'hui les journalistes des États-Unis, les journalistes guinéens de l'Amérique pour une formation? Ce qui nous a motivés, c'est surtout d'abord la situation en Guinée, mais surtout la situation des journalistes de notre pays. Donc, comme vous le savez, Ligue a déjà organisé beaucoup de séminaires sur l'amélioration de la condition de vie des Guinéens de la diaspora, inclus des Guinéens vivant en Guinée. Mais là, on a décidé de créer un débat pour que les Guinéens peuvent discuter, comme on dit, du journalisme et des médias. Et on en a profité pour inviter des membres très influents de notre média et pour leur donner une nouvelle perspective de ce qui pourrait être un journaliste professionnel. Merci Madame Aïssata Béavougui. Merci à vous. Face à un séminariste, il s'appelle Abdoulaye Diallo. Il est le correspondant de Guinée News aux États-Unis. Vous venez de participer à un séminaire très intéressant ici à Washington. Quels sont les sentiments qui vous animent en ce moment? Rapidement, je dirais que ce sont des sentiments de satisfaction. Ce fut un immense plaisir pour moi de me retrouver autour de la même table avec doyen Roger Guy Folly et Dr Salim Kamara, qui pour moi constituent des références en matière de journalisme. J'en avais longuement entendu parler d'eux, j'ai écouté Roger Guy Folly depuis mon jeune âge et c'est aujourd'hui que j'ai eu l'occasion de me retrouver à la même table avec lui et de bénéficier des richesses et des expériences professionnelles de ces deux monuments comme les ont qualifiés durant la rencontre. Et dans l'ensemble, ce fut une véritable séance de travail, d'échange, d'expérience, de point de vue, de discussion par rapport à la situation que nous vivons. Merci
donc Abdoulaye Diallo et bon retour à New York City. Merci, Bal. Voilà, la question, vous êtes Camara. Oui, Camara Al-Seni. Camara Al-Seni, et vous êtes de Kibarou.com. Et vous venez de participer à un séminaire très intéressant ici à Washington DC. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette rencontre? Je crois d'abord que ça a été une bonne initiative de la Ligue qui a organisé cette rencontre. Ça a été une opportunité pour nous autres qui cherchons à nous exprimer sur le plan national et international, lorsque nous parlons de journalisme, de nous rencontrer, de discuter de certains problèmes que nous rencontrons sur le chemin du journalisme. Et ça a été une grande expérience avec M. Camara qui a exposé sur certaines choses que nous rencontrons, c'est-à-dire les pour, les contre, quelques conséquences que nous rencontrons sur le chemin. Avec la présence du grand, comment il s'appelle, M. Roger, un ancien de la Voix d'Amérique, qui a vraiment participé et nous a encore pompé cet espoir dans le sang pour qu'on puisse aller vraiment sur certaines intentions que nous avions avant que nous ayons ces événements en Guinée. Donc je me dis que on a appris, on a rencontré de bonnes personnes et nous pensons vraiment donner les informations le plus clairement possible à la population guinéenne et au reste du monde. Et bonne chance à Kibarou.com. Merci et bonne chance à toutes les chaînes, à tous les sites web qui donnent les informations. Et surtout, nous devons travailler ensemble pour vraiment dire ce qui se passe sans vraiment assez de passion. Merci beaucoup. Allez, merci encore. Merci. Face à Georges Léonard Sagno, qui est un grand journaliste depuis la Guinée-Conakry, aujourd'hui il travaille à la Voix de l'Amérique. Monsieur Sagno, vous venez de participer à ce séminaire de journalistes. Quels sont les enseignements que vous avez pu tirer? Merci, mon cher ami, cher confrère, en même temps, Pandé. J'en sors outillé, davantage encore outillé pour pratiquer cet important métier, ce noble métier de journalisme. Et vous savez, l'enseignement que je tire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, les journalistes guinéens résidant aux États-Unis, notamment dans de New York, Washington et autres, vont se donner la main pour davantage sensibiliser, donner l'information et coopérer, prendre leurs responsabilités face aux événements qui se passent chez nous pour que l'information ne déborde pas. Très bien. Donc c'est très important, dans ce outillé. Je remercie l'ONG de M. Kaba et ses collaborateurs et je les invite à davantage multiplier ces genres de séminaires et que les absents ont eu tort. Ceux qui ont pris le malin plaisir de ne pas venir à ce séminaire devraient désormais courir quand il y a un séminaire de ce genre pour venir à Washington ou à New York pour apprendre davantage car on a installé la formation, encore la formation. Et je remercie les organisateurs, je remercie ceux qui m'ont donné la parole. Merci aussi, merci à vous et c'est toute bonne chance. Merci beaucoup, cher face Mahmoud Ba, il est aussi membre de la Ligue. Vous venez d'organiser un séminaire très intéressant ici. Les premières impressions que vous avez après ce séminaire? Bon, en fait, je pense que le but de ce séminaire, c'était tout d'abord d'essayer de sensibiliser les gens, surtout les journalistes qui sont sur l'Internet et qui nous apportent des impressions sur la situation en Guinée. Essayer de faire un séminaire, un training, en envoyant des gens comme M. Roger Guifoli et le Dr Camara pour essayer de sensibiliser les gens sur les bases sur lesquelles ils travaillent et aussi faire connaître au public les difficultés que vous avez en tant que journaliste. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Je suis en face encore de notre responsable très influent de cette organisation qu'on appelle Ligue. J'ai M. Curtis devant moi qui est très actif. Alors, vous venez d'organiser ce séminaire pour les journalistes guinéens. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé pour regrouper un nombre aussi important de journalistes ici? Ben, comme je pense qu'on l'avait dit plus tôt, et je pense que les autres l'ont dit, nous cherchons véritablement à développer des attributs de leadership au sein des communautés guinéennes. Et les médias forment un centre d'influence très important. C'est dans ce sens-là qu'on a décidé de réunir tous ces gens-là pour partager avec eux des éléments qui peuvent leur permettre de mieux faire leur travail pour le meilleur de la Guinée. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Toubari, la nouvelle trésorière de Ligue.
Oui. Le séminaire était très intéressant et particulièrement j'étais intéressée de rencontrer les personnes qui écrivent les articles de Guinée News, de Aminata.com, puisque ce sont les sources que j'utilise pour un peu savoir ce qui se passe en Guinée étant donné que je suis ici. Et j'étais intéressée de savoir, de connaître les personnes un peu qui sont derrière ces articles. Parce que comme on disait, il y a écrire les articles et aussi les points de vue moraux. Je voulais voir un peu comment ces personnes-là pensaient. Parce que je pense que tout le monde ne devrait pas être en mesure d'écrire des articles, étant donné qu'il faut savoir le faire avec beaucoup d'objectivité, c'est pas toujours le cas. Donc c'était un séminaire pour moi où j'ai appris beaucoup de choses et j'espère pouvoir refaire quelque chose de similaire dans le futur. Merci beaucoup. Monsieur Willy Mouno, vous avez participé à ce séminaire également. Votre point de vue par rapport à cette rencontre? C'était vraiment intéressant. Ça m'a beaucoup renseigné sur des questions que je me posais. Comme elle vient de le dire, les gens qui écrivent ces journaux rapportent ce qui se passe à l'intérieur du pays, en Guinée. C'était vraiment, comment dirais-je, je sais pas te dire, mais épanouissant, parce que, et puis les personnes qui sont venues faire le reportage, la présentation, comment ça va, c'est Tamara, il m'a vraiment impressionné. J'étais très impressionné par sa présentation, sa connaissance du sujet du fond en compte. Et j'espère qu'il y aura d'autres rencontres similaires pour nous informer et continuer de là-bas. Merci à vous, monsieur Willy Mouno. Je suis avec Aminata, le fondateur de Aminata.com. Il s'agit de Amadou Mbone Diallo. Bonsoir, monsieur Diallo. Vous allez participer à ce séminaire. Alors, qu'est-ce que vous avez tiré comme intérêt à cette rencontre? Nous avons tiré beaucoup d'intérêt à cette rencontre, compte tenu que nous avons eu la chance et le privilège de rencontrer des doyens de la presse africaine aux États-Unis, M. Camara, M. Roger Guy Foley, que nous disons appel à Neve, pour dire combien de fois il nous a enrichis, il nous a fait comprendre ce que nous pouvons apporter à notre pays, l'unité et le progrès et surtout de respecter la déontologie du journalisme au sein de notre communauté. Et je crois que ça s'est très bien passé. Merci, M. Diallo. Merci. Parce qu'il y a un aspect, un registre très important dans le journalisme africain qui tantôt s'oublie, évidemment, c'est le volet de l'éducation. L'éducation qu'à mon avis on néglige beaucoup dans la jeune presse africaine. On oublie surtout que nous avons le devoir en Afrique d'éduquer nos populations afin qu'ils sachent. Merci. Il n'y a pas de problème. Très heureux. C'est ton deuxième coup, tu viens d'un peu plus ça. Merci. Richard in particular. On voit beaucoup de reportages là-bas. Donc je connaissais Kampatrim, mais je ne savais pas vraiment ce à quoi ça avait attrait. Et ça illustre aussi la tragicomédie guinéenne peut-être. Où dans un pays qui a autant de compétences, il semble que les cancres seulement finissent à la tête. C'est bon de le savoir pour les plus jeunes. You have really people who have done this for a long time, who know what it's supposed to be done, and they are available to us. In the first part, we'll ask them questions, if you have questions that you encounter in your daily exercise as a journalist or as site owners. And in the second part, we'll essentially try to see if we can discuss a little bit about the situation in Guinea and how do we actually go about solving the problem. And again, c'est le réservoir d'expérience que nous avons ici. Vous ne risquez pas d'avoir toutes ces personnalités-là réunies dans une même salle very often. So please, let's take advantage of that. Let's have very similar discussion about
something that's very precious to all of us Guineans. Okay? So, Dr. Kamara, M. Foley, à vous la parole.